Eh bien, bonjour. Bonjour Béatrice. Euh, je vais commencer cette interview par te demander, ou en te demandant, Mhm. comment tu t'appelles et où est-ce que tu te trouves actuellement? Alors, je m'appelle Cécile Guéret et je suis actuellement à Tours, dans la ville où j'habite et où je pratique la thérapie. Là, tout de suite dans mon bureau, Hmm. mon espace de travail, de réflexion. C'est l'espace aussi où je reçois en visio. J'ai un cabinet à Tours que je partage avec des collègues pour le présentiel et ici, je reçois en visio. Donc, c'est un peu Ah, c'est mon ton espace cabinet, coco. voilà, c'est quand même ton cabinet. C'est aussi un espace thérapeutique. Ouais, c'est ça, Mm. oui. Euh, alors, qui es-tu comme personne? C'est-à-dire, quelles sont tes qualités, tes intérêts, tes passions, enfin, tout ce qui te concerne. Qu'est-ce que tu peux nous dire de toi? Waouh! Alors, c'est un peu vertigineux comme question pour moi. Oui. Hmm. Alors, Alors, si je reprends un peu à la base, enfin à la base, au tangible en tout cas, quoique, mais bon, je suis une femme, j'ai 40 ans. Qui est-ce que je suis comme personne? Hmm. Dans ma vie, je suis gestalt thérapeute. Je suis parent. Je suis en couple, donc je suis compagne. Bon, ça, c'est plus pour les différentes facettes de ma vie. Mmh. Bon, je suis aussi fille, je suis sœur, je suis amie, enfin bon, il y en a plein en Mmh. fait. Mmh. Euh, il y avait tu m'as dit les valeurs aussi ou les passions? C'est ça, les passions, tu as dit? Oui, Ou les les valeurs? valeurs, ce sera après, mais ça entrera, je pense qu'on ira un peu plus sur tes valeurs, mais là, c'est vraiment tes intérêts, tes passions et tes qualités et tes qualités. Ah oui, ah, ça, c'est pas facile. Euh, je vais jamais trouver des qualités. Euh, alors, tu as 2 heures là de... J'ai tout le temps que tu veux. Je suis pas pressée. Euh, mes passions, peut-être, mes passions. Euh, mes passions. Je crois que j'aime le lien à l'autre. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. La... je crois que je suis assez curieuse. En tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, le mouvement de curiosité vers l'autre. J'aime bien être avec les autres, à la découverte des autres personnes. J'aime bien être surprise aussi euh, par l'autre. Alors ça, c'est chouette parce qu'en Gestalt, c'est quelque chose qui arrive. C'est Mmh formidable. mh. J'ai de la chance pour ça. Euh, mes passions, ce qui est très présent là pour moi, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en même temps, je ne peux pas vraiment dire que je suis une randonneuse assidue, mais j'aime bien marcher dans la nature. Mmh. Là, je pense à un endroit dans le Jura que j'aime énormément, qui est important pour moi, où j'aime bien me ressourcer. Euh, je pense à des amis aussi. Je crois que j'aime vraiment, là, particulièrement aussi après cette année et demie difficile avec le Covid, le fait de ne pas avoir pu voir les copains qui habitent loin, de ne pas avoir même pu voir les copains qui habitent près, de ne pas pu voir grand monde finalement. Je me suis vraiment rendu compte de l'importance que le lien à l'autre, le lien, le contact charnel aussi, se prendre dans les bras, rire ensemble, que ce temps-là m'avait Mmh. mais tellement, tellement, tellement manqué, ce rapport-là à l'autre. Et avant ça, je crois que je me croyais assez solitaire, assez, parce que je suis assez à l'aise avec la solitude, je m'ennuie pas, je n'ai pas forcément besoin de voir beaucoup de monde. Puis en fait, j'ai découvert que pas du tout, qu'en tout cas, trop de solitude ne me convenait pas. Mmh. Et que vraiment, Ah, il y a une moto qui passe, on entend un vrombissement. C'est la vie. C'est la vie dans la ville. Ouais. Que le...
Ouais, j'ai vraiment éprouvé ça, mais très fort, et c'était une sacrée surprise pour moi. Je Mmh. ne pensais pas avoir autant besoin de ce contact-là Mmh. avec l'autre. Ouais. Et du coup, les retrouvailles, alors là, c'était enfin, à chaque fois que je revois des amis, là, cet été, ou quand je vais chez des amis pour, comme je ne suis plus parisienne, j'ai été parisienne longtemps et donc j'ai ma famille, mes amis là-bas, et quand j'y retourne, notamment pour des formations, ce qui arrive assez régulièrement, je vais dormir chez les uns et chez les autres et je sens, mais comme je me régale de ce Mmh. moment-là, de ce plaisir d'être ensemble, ah, c'est trop bon, trop, trop bon. J'ai Mmh. un peu divagué, je ne sais pas si j'ai Non, pas répondu à du la tout, question. tu as pas divagué. Tu nous dis qui tu es et voilà, c'est tout, c'est ça qui est là. Mmh, Voilà, non, pas du tout. d'accord. Mmh. Tes qualités. Ah, mes qualités. Waouh! Ah, ça va être super dur ça. Heu, mes qualités, alors je sais pas, en fait, ce qui me viendrait plutôt, c'est plus ce vers quoi je tends ou ce qui est important pour moi. Heu, je crois qu'il y a une qualité, mais je suis pas sûre d'y être complètement. Donc j'ai du mal à me l'attribuer comme qualité, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'anime et qui est important pour moi. Je crois qu'il y a quelque chose de l'intégrité. Heu, L'intégrité pour moi, c'est important. Alors il y a l'intégrité dans le sens d'être intègre, dans le sens de pas me corrompre, de pas être corrompue, en tout cas d'être attentive aux endroits où je pourrais me sentir, sur une pente un peu glissante. Par exemple, je suis très attentive aux conflits d'intérêts, aux cadres, en thérapie, aux voilà, des endroits où je me pose souvent cette question-là, de l'intégrité, de est-ce que ça je reste intègre quand je fais quand j'accepte telle ou telle chose, que je fais telle ou telle démarche? Mmh mh. Intègre aussi par rapport à mes valeurs, hein, c'est une question qui vient souvent, mais c'est aussi, l'intégrité dans la rencontre. Ce qui me vient, c'est comme, être intègre dans le sens être pleinement, en tout cas tendre, parce que je pense que c'est pas évidemment, j'y arrive pas tout le temps. Heu, D'ailleurs, je pense que si j'y arrivais tout le temps, je serais peut-être insupportable. Mais il y aurait l'idée d'être vraiment pleinement, engagée dans la rencontre. Tu vois? L'intégrité dans le sens, être là, être présent. Il y a cette phrase de Martin Buber, du philosophe Martin Buber, il dit qu'une présence, c'est pas quelque chose de fugitif et de glissant, mais c'est, vraiment, alors évidemment, c'est être, c'est être avec quelqu'un, qui demeure. Vraiment l'idée d'être là, c'est pas quelque chose de glissant, qui s'échappe. Voilà, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'être vraiment, dans cette intégrité de la présence. Dès que ah, je sens que c'est pas clair là. Si, ça va? Si, si, enfin, moi, ce que j'entends que tu dis, c'est, dans ce mot d'intégrité, tu y mets de la constance, de la consistance, quelque chose d'immuable, hem et du coup, quand tu l'emploies comme ça, le sentiment que moi j'ai en t'écoutant, c'est que c'est très apaisant, heu et que ça m'inspire confiance et l'intégrité pour moi est liée directement à la confiance. Ce que tu Mmh. disais à propos du cadre, que, bah, oui, c'est une façon d'être au monde, l'intégrité, qui est plus qu'une chose, parce que ça rejoint une valeur, une éthique, une façon d'être, un comportement et ça définit ta présence. J'ai l'impression que enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois ce que Ouais, tu me dis. oui. Ouais, je crois que ce que je mets dans l'intégrité, c'est le fait d'être engagé dans la rencontre. Tu vois? De prendre pleinement ma part et d'être pleinement, le plus possible en tout cas, hein, j'essaye de tendre vers ça, de tenter d'être pleinement avec l'autre. Avec l'idée que, c'est précieux ce qui se joue dans la rencontre et Mmh. que,
tu vois, ce qui me vient, c'est l'expression « je dois bien ça à l'autre ». Je dois à l'autre d'être engagé dans la rencontre, dans ce moment où on existe, là où on existe l'une et l'autre. Et tu vois, ça m'embête parce que je sens, je suis très fatiguée parce que j'ai un enfant petit qui a fait beaucoup de cauchemars cette nuit, donc que j'ai été réveillée à peu près toute la nuit. Et je sens je sens comme ça m'embête parce que je suis aussi, il y a aussi cette fatigue qui est présente pour moi. Ça m'énerve c'est comme si ça m'empêchait de pouvoir pleinement profiter et aussi pleinement être là avec toi. Hmm, C'est comme ça. oui. Et peut-être qu'aussi tu as une représentation de ce que tu dois être qui n'est pas forcément moi ce que je perçois. Je te sens très là. Rien qu'à partir du moment où tu as commencé à parler de ce que tu es arrivé malgré tout ta fatigue. Donc voilà, tu es là. Enfin, pour moi, je le sens comme ça. Alors, j'ai peut-être aussi une contrainte de perfection Peut-être. un peu présente. Ce qui est une qualité. Oui, ce qui est une qualité. Ouais. Ça peut être un empêchement aussi, mais Absolument, ouais. c'est vrai. Mais là, on a décidé dans cette question qu'on regardait comme tout peut être une qualité ou son opposé. Je ne sais pas si on peut parler de défaut, mais en tout cas un empêchement. Voilà, aujourd'hui, on regarde, dans cette question-là, on regardait les choses de façon positive, lumineuse. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on te renvoie de toi dans tes qualités? Ce qu'on me renvoie souvent, on me parle souvent de quelque chose de la douceur. Donc, comme c'est assez fréquent, je me dis qu'il doit bien y avoir une part de moi qui doit être douce. C'est ce qui est assez étrange parce que je peux me sentir très souvent brutale aussi. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure c'est tout à fait justement, si ça me correspond avec cette question d'intégrité totalement. Mais bon, il semble qu'en tout cas, il y a quelque chose de la douceur qui soit là souvent. Quelque chose qui est important pour moi, mais c'est bon, c'est pareil, hein, je suis vraiment pas sûre d'y être. J'essaye d'y être, mais évidemment, on peut toujours y être plus. C'est la question de l'entraide. C'est quelque chose d'important pour moi, ça. C'est de pouvoir compter les uns sur les autres, de, voilà, de pouvoir s'entraider et essayer que le monde aille un petit peu mieux. Une forme d'idéalisme. Ah oui, ça, par exemple, ça me définit pas mal. Je pense que je suis très idéaliste. Ah, ah oui. Oui. Ouais. Si tu veux glisser sur tes valeurs, puisque c'est là, je sens qu'on est, on est entre les deux, et si tu veux, tu peux continuer sur tes valeurs si tu as envie, puisque j'ai l'impression que c'est là aussi. Oui, en fait, je t'ai répondu sur les valeurs, c'est vrai. Je t'ai répondu sur les valeurs, mais c'est vrai que mais les qualités, tu vois, moi, il ne me vient pas des qualités. Je vois tout, je vois ce que je suis. Par exemple, je pourrais te raconter à quel point je suis anxieuse, à quel point j'ai parfois une vision extrêmement pessimiste du monde. Enfin, que des trucs pas très. C'est pas des qualités, c'est pas très joyeux, pas très lumineux. Mais bon, c'est comme ça. Je suis aussi cette personne-là. Peut-être, je ne sais pas si c'est une qualité, mais peut-être d'avoir connu des moments de vie extrêmement difficiles où c'était si peu facile justement de vivre, ou oui, des moments où c'était vraiment, où j'arrivais pas à vivre, quoi, où c'était vraiment trop, trop dur. Peut-être aujourd'hui, c'est peut-être une qualité, en tout cas, je sais pas si c'est une qualité, mais peut-être c'est quelque chose, en tout cas, c'est quelque chose qui est assez présent dans ma pratique. Je me souviens de ça. Je me souviens de ces années-là. C'est un... Tu amènes une question justement, c'est voilà, si justement j'allais te demander quelle était la situation que tu as connue dans ta vie qui t'a demandé le plus de ressources. Et si tu as envie d'en partager quelques-unes, bien sûr, mais
en référence à ce que tu dis, peut-être en illustration, et peut-être que ça va venir parler de tes qualités pour t'en sortir, ou ce que tu as pu développer, ou enfin, je ne sais pas. Quelles ont été tes ressources dans une situation ou plusieurs circonstances très difficiles pour toi? À quoi tu as pu faire appel? Bah, quand je pense à ces années-là où c'était si dur pour moi de réussir à vivre, je crois que la ressource, ça a été la ténacité. Je ne sais pas si on peut parler d'espoir, mais certainement je devais avoir l'espoir à un moment que ça pouvait être différent. Mais aussi peut-être les autres, parce que je me souviens que donc j'avais à peu près j'avais la vingtaine. La vingtaine, pour moi, ça a été un âge vraiment terrible, vraiment sombre. Et je me souviens que quand je me promenais dans la rue et que je voyais les gens rire aux terrasses des cafés, je me disais, ça peut aussi être ça. Donc il y avait aussi je voyais que la vie, ça pouvait être autre chose que moi, la noirceur et la difficulté dans laquelle j'étais. Et donc je crois que d'être témoin que les autres arrivaient, eux, à vivre, ça m'a aidée. Ah, ça me fait bizarre de te parler de ça. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas repensé à ces années-là. Il y a quelque chose de... En fait, quand j'y repense, je me dis, ouais, vraiment, je suis passée par là, c'est encore tellement présent pour moi. Je sens que ça m'émeut de t'en parler, que ça me... Il y a, il y a quelque chose de vulnérable, en fait, pour moi, de repenser à cette époque-là. Et en même temps, c'est loin aussi pour moi, parce que je suis plus là maintenant. Oui. Ouais. Ouais. Et puis la ressource aussi, c'est que moi, c'est la thérapie. Enfin, clairement, la thérapie, ça m'a sauvée à ce moment-là de ma vie. Les thérapeutes que j'ai rencontrés, la possibilité de faire... là aussi, la possibilité qui m'a été offerte à ce moment-là, parce que j'avais pas beaucoup de sous à ce moment-là, et j'ai une thérapeute qui m'a aidée en faisant des petits tarifs. Donc on rejoint la question de l'entraide aussi, et c'est une question qui est importante aussi pour moi aujourd'hui dans ma pratique de proposer cette possibilité-là. Ouais, j'ai eu vraiment de la chance de, de pouvoir être sauvée par la thérapie. Bon, ça a pris un certain temps, hein. Ça a pris une bonne dizaine d'années. Mais... Oui. Oui, c'était un travail en profondeur. Ouais, ça a été long. Ouais. Mais bon, c'était mieux quand même avant 10 ans. Hein. Je peux pas passer 10 ans au fond du trou. Ça a été de mieux en mieux, mais ça a été long. Ouais. Et ce qui me demande beaucoup de ressources aujourd'hui, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui me viennent. Il y a aussi la vie quotidienne en famille et dans le couple. Ça, je trouve que ça me bouscule beaucoup. D'être parent, de pas trop savoir quoi faire, souvent, d'être poussée dans mes retranchements, et puis l'altérité aussi, vraiment au quotidien, l'autre si différent, avec qui il faut composer dans le couple, et puis dans les enfants aussi, d'essayer d'être là, mais pas disparaître non plus. Justement, rester dans cette intégrité-là à exister avec l'autre, mais tout en accompagnant pour les enfants le mieux possible, et puis en persistant aussi dans la vie de couple avec l'autre dans le couple pour ne pas disparaître, et puis aussi pour nourrir quelque chose du vivant, du couple, de la découverte possible, du nouveau, que ça ne meurt pas aussi. Ça, je trouve que ça, c'est un sacré challenge, un sacré exercice. Je sens souvent que ça, c'est quelque chose qui vient me cueillir
sur des petites choses, c'est pas une déstabilisation. Enfin, parfois, c'est une déstabilisation profonde. Mais je sens que ça, c'est une gymnastique presque qui me demande pas mal de ressources. Le quotidien. Le quotidien, je crois que c'est l'altérité, en fait. Vivre avec l'altérité, ouais. Vivre avec l'autre. Ne pas disparaître et en même temps faire pleinement sa place à l'autre. Et comment on s'arrange, comment on s'ajuste. Ouais. Ça. Et qui a été une source justement d'inspiration pour toi, qui a eu enfin peut-être pas une inspiration d'ailleurs, mais qui a eu une influence sur toi et qui fait que tu es qui tu es aujourd'hui, qui a agi sur toi de manière à ce que ce soit constitutif de toi maintenant? Alors, c'est curieux parce que à la fois, alors, il y a plusieurs choses. Ce qui me vient là, je ne sais pas pourquoi, parce que bon, mais c'est ça qui apparaît. C'est ce moment dans Le Petit Prince où, tu sais, avec le renard, dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, où le renard dit: tu viendras tous les jours à 16h, et puis petit à petit, tu m'apprivoiseras et j'attendrai le bruit de tes pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est le renard du Petit Prince qui a eu peut-être une influence majeure sur moi. La question de l'apprivoisement. Ce qui est là aussi, je crois que ce qui a eu une influence majeure pour moi, c'est la thérapie de groupe. Le groupe de thérapie. Ça a eu ça. Donc, c'est pas une personne en particulier, mais ce serait plein de. J'ai pas tu vois, un visage ou quelqu'un qui apparaît, mais c'est vraiment. Ça me fait l'effet de plein de petites touches de peinture sur un tableau, tu vois, de plein d'influences qui se rajoutent les unes avec les autres. Et je crois que notamment la thérapie de groupe, pour moi, ça a été un sacré truc. Vraiment un truc peut-être presque de la révélation, en tout cas de cet étonnement de comme on peut être différents les uns des autres, comme c'est étrange la manière dont l'autre vit les choses, vit le monde, éprouve, réagit, met du sens, comprend les choses. Enfin, vraiment cette étrangeté de la différence de l'autre et aussi cette possibilité avec ces différences vraiment fondamentales et radicales aussi, ou peut-être grâce à ça, mais comme on peut se retrouver aussi, comme on peut se rejoindre et se sentir appartenir à une humanité commune. Enfin, vraiment cet endroit où on est si proche aussi. Ça, je crois que pour moi, ça a été assez fondamental. Et puis, et je crois que j'ai aussi appris que j'avais le droit d'exister avec moi aussi, ma singularité, mes différences. Je crois que ça m'a vachement. À la fois, je pense que ça m'a beaucoup ouvert les yeux. Certainement, je devais avoir plein d'a priori, de préjugés, de trucs comme ça, vachement enfermants, j'imagine, sur l'autre. Je me souviens pas exactement, mais je pense que certainement, il devait y avoir de ça. Et je pense que et puis ça m'a fait goûter aussi cette possibilité de la rencontre avec l'autre, comme c'est trop bon, comme c'est trop bon. Ouais, c'était vraiment des moments très émouvants pour moi, très émouvants et très transformateurs.
Et je crois que c'est vraiment aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans ma pratique en tant que thérapeute aujourd'hui, ces moments en thérapie où on peut goûter à cette possibilité d'être ensemble si différents et pourtant on se comprend tellement, tu vois, ces moments d'éternité là, de ce temps suspendu où c'est épais, c'est un moment qui est épais, qui est tellement beau, qui est tellement plein. Ça, j'adore ça. Ça, je trouve ça vraiment, ça m'émeut. C'est des moments qui me touchent, mais énormément. Et je pense que c'est des moments qui me changent beaucoup. Je sens comme quand je vis ça en séance avec un patient, je sens comme moi aussi, ça m'affecte et ça s'imprime en moi, comme aussi ça me rend digne d'exister. Ah, ça, tu vois, rien que de t'en parler, ça m'émeut. Ça m'émeut ces moments-là. Ah, c'est beau. Je trouve que c'est vraiment des moments très, très beaux. Mm. Comment tu vis ton âge? Tu m'as dit, tu as 40 ans. Et comment tu vis ton âge? Je te le donne en deux parties. Comment je vis mon âge? Je crois que c'est la première fois que j'ai l'impression d'être à mon âge, d'être à la bonne, où ouais, je crois que je me sens être une femme de 40 ans. Ça m'a fait un peu bizarre les 40 ans quand même, je l'avais pas trop anticipé. Mais ouais, j'ai l'impression je trouve que c'est un âge, en tout cas dans ce que j'imaginais des 40 ans, parce que je voyais des copines avoir 40 ans avant moi, et des copains d'ailleurs aussi, des amis. Ce que j'imaginais, ce que je voyais chez eux et qui me plaisait, c'est que je trouvais qu'il y avait quelque chose qui semblait assez mature dans leur manière d'être, au monde, à la fois de se vivre eux et puis de peut-être d'être moins anxieux sur un certain nombre de trucs, ou de moins de se prendre la tête sur un certain nombre de choses. Et puis en même temps, je trouvais ça très pétillant comme âge, très jeune encore, avec plein de nouveautés, plein de mouvements. Et j'ai un peu cette impression-là. Ça me fait un peu cette impression-là. Ouais, c'est un peu l'album de la maturité. C'est comme. L'album de la maternité. Ouais. Oui. Oui, c'est un peu comme un. Comment on appelle ça? J'ai plus le mot, mais tu vois, j'ai l'impression que tu es au sommet d'une courbe. Il y a quelque chose de très épanouissant quand tu en parles, de très riche, que Ouais. de très. C'est vrai que je crois que je me sens assez épanouie dans cet âge-là. Ouais. Et puis j'ai l'impression que ça me fait aussi, c'est que j'ai l'impression que je peux enfin m'autoriser à dire des bêtises ou à pas être Ah bon? sérieuse ou ça c'est comme si c'était l'âge où c'est bon, j'ai le droit maintenant, ça j'ai 40 ans. J'ai le droit de pas être sérieuse ou de pas j'ai plus comme si l'âge me donnait un sérieux et que du coup je pouvais m'autoriser à ne pas l'être. Ouais, ça me fait un petit peu ça. Ah, ton âge porte une légitimité qui te permet Ouais, que tu peux te détendre, tu es exactement. moins obligé de te tenir et Voilà, tu as oui. moins de choses à prouver peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, peut-être c'est ça. Ouais. Et comment tu vis être une femme? Tu as dit je suis une femme, donc tu te sens comme une femme, et comment tu vis ça? Ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça, c'est bizarre. Ah bah non, en même temps, tu as l'air d'être une femme, donc c'est pas si bizarre. Ah ouais, c'est bizarre de me définir comme ça. En fait, je trouve enfin, ça Ah bon? m'interroge. Je sais pas si c'est bizarre, mais ça m'interroge d'avoir D'accord. dit qu'une des premières choses, ce soit ça. Euh, Et je vis bien le fait d'être une femme. C'est une question qui m'intéresse beaucoup, la question du genre.
parce que je suis beaucoup convoquée à cet endroit-là par mes patients depuis quelques années. Soit parce que c'est une question que eux se posent. Il y a avec aussi la question de la transidentité ou de la fluidité de genre ou de savoir qu'est-ce que c'est être une femme, qu'est-ce que c'est être un homme, quels sont les stéréotypes, quelles sont les libertés par rapport aux stéréotypes, les attentes. Je trouve que c'est des questions mais passionnantes que je trouve hyper riches. Et je trouve ça assez top qu'on puisse se poser, qu'on puisse ouvrir cette possibilité-là d'interroger, et puis de faire bouger un peu les lignes. La fluidité de genre, ça m'intéresse vachement. Ça m'intéresse, non, ça fait très objet de connaissance, alors que c'est pas que ça m'intéresse comme objet de connaissance, mais ça m'intéresse comme ouverture possible. Je trouve ça tellement riche, en fait. Je trouve ça hyper riche. Oui. Ouais. Et en mouvement, en fait, voilà, c'est ça, je crois, qui me plaît, c'est que ce soit en mouvement. Le mouvement possible, ça, je trouve ça merveilleux. Ouais. Et le fait de ne pas être cantonné à ce qu'on donne à voir, ça, je trouve ça chouette aussi. Puis c'est une question aussi qui m'intéresse parce que j'ai 2 filles et je suis avec mon compagnon est très féministe et très attaché à ce que les possibles soient ouverts et que le fait d'être une femme ne conditionne pas, n'enferme pas ou n'empêche pas des choses. Et je trouve que c'est aussi une question dans l'éducation qui est vachement intéressante du modèle que je peux donner certainement en tant que femme, de ce que certainement aussi malgré moi j'autorise ou pas. Enfin en fait comme c'est très présent, je trouve qu'on a une chance folle de pouvoir ouvrir ces questionnements-là. Je trouve qu'on a une chance folle d'être à une époque où voilà, où c'est possible de se poser ces questions-là. Enfin, nous, en Occident, en tout cas dans le milieu dans lequel je suis, en France, parce que j'ai aussi conscience qu'évidemment, c'est pas pour tout le monde pareil. Oui. Et quel est ton rapport au pouvoir et aux privilèges? Bah ça, par exemple, pouvoir se poser ces questions-là, c'est un privilège, je trouve. Je crois que je me sens quand même je me sens très privilégiée. Je me sens très privilégiée. Pour moi, le privilège, c'est vraiment la liberté. C'est pouvoir justement avoir la liberté d'aller et de venir, avoir la liberté de pouvoir réfléchir, penser, avoir la liberté de pouvoir choisir, changer. Ça, c'est un sacré privilège. C'est vraiment précieux, ça. Et le pouvoir, ça me fait aussi penser à... Je crois que j'aime pas trop le pouvoir. Je crois que je crois que j'aime pas trop le pouvoir. Je crois que c'est pas trop mon truc. Enfin, je suis pas très à l'aise avec ça. Et je pense que je suis pas très à l'aise. En tout cas, j'ai comment je pourrais dire ça? Une conscience ou une attention particulière portée au moment où je pourrais comment je pourrais dire ça? Je sais pas si c'est très clair. Tu vois, les moments où je pourrais avoir l'impression d'avoir du pouvoir, où je pourrais avoir l'impression de... Bah, par exemple,
je suis assez consciente dans la relation thérapeutique. En tout cas, je suis attentive à l'impact que je peux avoir sur l'autre, parce que je sais qu'en tout cas dans ma vie, à moi, les thérapeutes, ça a été des personnes importantes, dont la parole a été importante. Et dans la parole ou dans la manière d'être, pouvait vraiment m'affecter. Et je suis consciente que la situation thérapeutique, c'est vraiment une situation de vulnérabilité, de grand dévoilement, d'ouverture. Et ça, je fais très attention à être précautionneuse, à pas justement, à pas avoir de pouvoir sur l'autre, à pas être un gourou, à Ne pas prendre soin. abuser de ton pouvoir, alors. Ouais, Il y aurait voilà, quelque chose autour de ne pas abuser de ce ne pas abuser. pouvoir-là. Ouais, ouais, tout à Mhm. fait. Alors, je ne sais pas si le mot pouvoir, il est exact, parce qu'en même temps, je ne me sens pas avoir du pouvoir sur mes patients. Mais je sens que en tout cas, je suis hyper vigilante à prendre soin de l'autre et à ne surtout pas avoir justement d'abus de pouvoir. Mhm. Ouais. Et ça me fait penser aussi à des situations où c'est bizarre, pourquoi je fais ce lien-là? Ça me fait aussi penser à des situations où, par exemple, je suis de temps en temps interviewée à la radio ou dans les journaux. Et j'ai vraiment conscience, mais je pense que c'est aussi parce que avant d'être gestalt thérapeute, j'ai été journaliste pendant une quinzaine d'années. Et j'avais aussi j'étais très attentive à cette notion du pouvoir qu'on a en tant que journaliste. Mhm. Je trouve que c'est vraiment l'influence que les journalistes peuvent avoir, ne serait-ce que le fait d'avoir une parole publique, c'est une chance extraordinaire. Mhm. Et ça peut avoir de l'influence, et ça, c'est vraiment quelque chose qui était compliqué pour moi, d'être très attentive, et je pense que je ne l'ai pas été assez tout le temps, certainement. Enfin, je le sais d'ailleurs, je ne l'ai pas été assez attentive tout le temps, et d'être voilà, attentive à la parole, par exemple, quand je recueillais des témoignages, à la parole de l'autre, à ce que ce soit, à tout à coup cette mise en lumière, que ce soit possible, à prendre soin de ce moment-là, à prendre soin de comment je retranscris aussi ce que l'autre m'a dit. Ça, je trouve que ça peut être vite un endroit d'abus de pouvoir, justement. Et ça peut être vite un endroit où on malmène l'autre sans forcément s'en rendre compte. Et je pense que certainement, je l'ai fait plein de fois sans m'en rendre compte. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est resté peut-être de cette époque-là où j'étais journaliste, ou quand aujourd'hui je prends la parole comme gestaltiste, aussi à être très attentive à ça, tu vois, à pas de donner des vérités définitives ou des jugements, ou à essayer d'aller plutôt dans le sens d'un monde meilleur que dans le sens d'un monde qui juge, d'un monde qui ferme, d'un monde qui catégorise. Ça, c'est quelque chose vraiment d'important pour moi. J'essaye au maximum d'être attentive à ça. C'est quelque chose d'important. Parler de ta thérapie, le fait que tu es gestalt thérapeute. Comment tu es venue, et puis tu étais journaliste, comment tu es venue à la gestalt thérapie alors? Par le journalisme, je suis venue par un article, j'avais demandé à une copine qui connaissait très très bien le milieu de la psychologie, qui était rédactrice en chef à Psychologie Magazine, de me conseiller une thérapie pour un papier qui soit sur le développement personnel, mais au sens justement en interrogeant. Enfin, je me souviens plus trop. Je crois que je me souviens plus le thème, mais je crois que c'était sur le développement personnel. Et elle m'a dit, va voir la Gestalt. Et à ce moment-là, j'étais en thérapie analytique. J'ai fait pas mal de temps. Je crois que plus de 10 ans. Je crois que ça a duré 13 ans avec 2 thérapeutes différents. Mais je crois que je suis restée 13 ou 14 ans en thérapie analytique. Mhm. Et donc, j'ai débarqué dans un groupe de Gestalt. Voilà. Ah, tu as commencé par du Ouais, groupe, dis j'ai donc. commencé par du groupe. Ouais, j'ai commencé par un groupe de Gestalt.
Et ça, waouh, ouais, c'était un sacré truc. Et j'ai senti que c'était là, que ma place était là. C'était très Ah fort. oui, Alors, à l'époque, en tant que patiente, oui. donc ça faisait quand même déjà un certain temps que j'étais en thérapie. Et j'ai senti que là, il y aurait du nouveau possible. Que là, il y a quelque chose qui allait pouvoir se transformer et être. Parce que je pense que j'étais dans un moment où j'avais compris plein de choses sur ma vie, sur mon passé, sur ma manière d'être avec les autres, ma manière d'être au monde, de vivre les choses, mais je ne savais pas comment faire autrement. Je pense que j'étais vraiment à cet endroit-là Mm. où j'avais bien compris ce qui allait pas et ce qui causait, Oui. mais je ne trouvais pas de. Et je me souviens à ce stage-là de thérapie, donc ce groupe ponctuel de thérapie, il y a je me sentais vraiment au bord de plonger dans la piscine, quoi, vraiment sur le bord. Et il y a une participante du stage qui m'a dit, mais si tu le fais pas là, où est-ce que tu le feras? Et à ce moment-là, ouais, ça m'émeut. À ce moment-là, je me suis dit, ouais, c'est là que je vais pouvoir, là, je vais pouvoir, je pense, toucher quelque chose de nouveau. J'avais peur, hein. Oui, j'imagine. Ouais, j'avais vachement peur. Ah oui. Et justement, qu'est-ce qui, dans la Gestalt, t'affecte, t'a affecté, a transformé en toi en tant qu'individu par rapport peut-être à la psychanalyse ou qu'est-ce que ça Euh, t'a apporté de nouveau et de différent, la Gestalt? Je crois que ça m'a apporté le- je crois que j'ai pu, comment je pourrais dire ça? Je crois que c'était euh, euh, éprouver, vivre en fait comment on s'affecte les uns les autres. Je crois que c'est ce dévoilement-là, cette possibilité de dire à l'autre comment on est affecté par l'autre, autant en sensation, en émotion, en ce que ça change en soi, en représentation, en manière d'être, et comment aussi on affecte l'autre dans la rencontre. Ouais, ça a été un sacré truc, ça. Mm. Et que ça puisse être dit, et que ça puisse être vécu, et que ce soit. Alors, j'allais dire que ce soit pas grave. Si, parfois, c'est très grave. Enfin, il y a une gravité où ça peut être difficile à vivre, mais que ce soit possible. Que ce soit possible de se laisser affecter par l'autre et d'affecter l'autre. Et que cette En conscience, tu veux coexistence-là, dire? En ouais, conscience, en c'est conscience et ça en la se le différence. disant. Et en se le disant. Ouais, Oui. en se le disant. Je crois que c'est ça. C'est de pouvoir se le dire et d'avoir le droit d'exister, de coexister l'un et l'autre. Mm. Ouais. Je crois qu'avant, j'étais très affectée par les autres, par le monde. Je me sentais écorchée tout le temps, mais je le vivais vachement comme coincée dans un sac plastique, quoi. Vraiment, pas du tout, justement, pas du tout dans l'échange. Je le vivais très loin de l'autre. Oui. Ouais. Ouais, ça c'est quelque chose qui a été important pour moi. Mm. Et maintenant que tu connais mieux, parce que ça, c'était ta rencontre et l'effet que ça t'a fait très fort et cette différence, mais maintenant que tu es une professionnelle de la thérapie, que tu as fait ta formation, quels sont les apports théoriques sur lesquels tu t'appuies, que tu aimes, enfin, les spécificités de la thérapie gestaltiste
auquel tu es attaché, sur lequel peut-être tu bases ta pratique ou ta vie, je ne sais pas, mais je sais qu'ils sont nombreux, mais est-ce qu'il y en a qui sont plus en figure, là, juste au moment où on parle? Ouais. Je crois que l'endroit où moi je me sens à ma place, je sais pas, où je me sens, ouais, peut-être à ma place. En tout cas, oui, là où je me sens à ma place. Allez, osons. Ce serait, non, parce que je suis toujours à me dire, oui, j'ai envie d'y être, mais est-ce que j'y suis vraiment? Enfin, il y a toujours ce truc d'avoir l'impression que c'est un peu insaisissable. Mais c'est la posture phénoménologique, c'est vraiment, ça me parle, ça. C'est un endroit où je me sens bien, où je me sens bien, où je me sens assez en confiance, où je crois que je me sens assez libre. J'aime beaucoup, c'est la question de l'époquer, de ne plus savoir, de se déshabiller, de laisser comme ça les jugements qu'on peut, enfin d'être en curiosité sur la manière dont l'autre vit les choses, en curiosité sur ce qu'un tel mot signifie pour lui, ou telle posture, tel éprouvé. Cette exploration-là ensemble, déjà, dans la relation à l'autre, éthiquement, je trouve ça magnifique. Ça me parle. Je trouve que c'est d'être curieux de l'autre comme ça, je trouve ça super. J'aime bien ça. Et puis en plus, je trouve que c'est magique c'est magique dans la thérapie, ce que ça ouvre, ce que ça crée comme espace de possible, espace aussi de création de ce qui se passe entre nous, de nouveautés, d'émotions. Moi, ça m'émeut souvent de waouh, alors vous, c'est comme ça, vous vivez les choses comme ça. Ah ouais, ça me touche vachement. Ouais. Et ouais, ça c'est quelque chose que j'aime bien, la posture phénoménologique. J'aime vraiment beaucoup. Et puis cette générosité aussi. Quand je vois quand je suis en formation avec des formateurs qui ont cette posture-là phénoménologique, je suis vraiment touchée par leur tendresse pour l'autre, leur générosité, leur accueil. Et tu penses que ça a à voir avec la phénoménologie, ça? Bah ouais, je trouve, ouais. Ah oui? Ouais, je Quel lien tu trouve. fais entre la tendresse et la phénoménologie? Ça, je trouve c'est... Ouais, c'est marrant, ça n'a pas l'air. Je vois que tu fronces les Du coup, je sourcils. suis hyper curieuse, justement, du lien que tu es en train de Ouais. faire. Je crois que le lien, c'est la générosité. Le lien que je fais, en tout cas, ce que j'y mets, c'est aussi d'avoir un regard tendre sur l'autre. Un regard, de ne pas être dans le jugement, mais bon, c'est une expression un peu rabattue de ne pas être dans le jugement, parce qu'en même temps, quand il y a des jugements, ils sont là. Et puis, mais c'est d'être généreux dans le, de se dire que cette manière d'être au monde qu'on a chacun, c'est certainement le meilleur truc qu'on ait trouvé jusqu'à maintenant, et que c'est tellement riche, que c'est tellement qu'il y a aussi en fait, je trouve ça beau, ça. Je trouve qu'il y a de la beauté à cet endroit-là, dans En ce la sens que manière d'être quand au on monde. accueille voilà, c'est ça. Il me semble comprendre que ce que tu trouves beau dans la phénoménologie, l'époquer, l'absence de jugement, c'est accueillir l'autre à l'endroit où il en est, en rendant grâce, entre guillemets, à la posture, même si elle est bancale, c'est quand même la meilleure. Honorer le fait que ça a été quand même la meilleure qu'il ait trouvée et partir de ce postulat. Il y a quelque chose de Ouais, généreux. Moi, je comprends ouais. ça comme ça. Est-ce que c'est ça ta Oui. pensée? Oui, oui, je pense qu'il y a de ça. Oui, oui, je Ok. pense qu'il y a de ça. Et je pense que c'est aussi avoir un regard, tu vois, ne pas se dire qu'on détient la vérité, avoir une position de L'humilité. sachant sur l'autre. Oui, une humilité et puis quelque chose un peu de l'émerveillement moi, je crois que je suis quand même assez souvent, je suis souvent émerveillée par la manière d'être, ou
oui, la manière d'être des autres, des personnes que je rencontre. Je trouve ça généreux. Pour ça, la posture phénoménologique, je trouve elle a cette générosité-là. Mais bon, c'est peut-être pas ça, hein. C'est peut-être ma manière. Ben, c'est certainement ta Ma manière, manière de l'agir. c'est peut-être pas la seule, mais de toute façon, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est ta manière à toi d'être gestaltiste et de vivre les choses. C'est ta subjectivité qui nous intéresse, pas que tu dises la vérité. De toute façon, on s'en fiche un peu de la vérité. C'est comment toi, oui, moi, je suis curieuse de ça, en tout cas. Enfin, Oui. nous qui te regardons dans l'absolu, nous sommes curieux de ça. Tu vois, j'étais en formation. Oui, pardon. Ah, pardon. Non, vas-y, J'étais je en t'en prie, formation vas-y. ce week-end avec justement sur la thérapie de couple avec une posture phénoménologique. Et je trouvais que la manière, cette posture-là, moi, je trouve qu'elle valide l'autre en face. C'est une posture qui dit, tu as le droit d'exister comme tu es et ça m'intéresse, cette manière que tu as d'être au monde et raconte-moi comment c'est pour toi. Et ça, je trouve ça très beau. Voilà. Là, je trouve ça généreux. Oui. Rien que quand tu le racontes comme ça, je me sens très détendue. Ouais. Du coup, tu es gestalt thérapeute et je me dis, qu'est-ce que tu en fais de la gestalt? Donc, je sais qu'il y a cette pratique, mais sous quelle forme? Comment tu travailles, toi, avec la gestalt thérapie? Quelles sont les multiples formes? Mes activités, en fait, c'est ça? Comment? C'est une question très large. Qu'est-ce que tu fais avec la gestalt thérapie? Ça peut être professionnel, ça peut être au-delà. Enfin, D'accord. tu es libre de le prendre comme tu le sens. Alors, alors oui, je suis thérapeute en individuel, enfin pour des personnes qui viennent me voir en individuel. Je suis aussi thérapeute de couple. Je co-anime un groupe de thérapie en Gestalt. Ça, c'est les activités. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'anime parfois des conférences. Oui, je suis gestaltiste, je pense aussi dans cette manière-là de faire. Des conférences sur quoi? Souvent sur les thèmes de la psychothérapie, de la psychologie. D'accord. Ouais. J'interviewe des gens qui me parlent de leur recherche ou de leur travail, ou il m'est arrivé d'animer des tables rondes ou des conférences comme ça. Ça, j'aime bien ça. J'aime bien entendre les autres parler de leur pratique, de leur recherche. Je trouve ça vraiment passionnant. Qu'est-ce que je fais d'autre? Et puis, je crois que c'est tout. J'interviens un peu de temps en temps à la radio ou dans différents médias. J'essaie d'être gestaltiste dans cette manière de faire. En tout cas, c'est quelque chose qui est important pour moi. De rester, à ce moment-là, la visibilité que je peux donner peut-être à la gestalt, elle soit incarnée, en fait, qu'on puisse la sentir. Oui. Je ne sais pas si j'y arrive, mais ça, j'aimerais bien que ce soit le cas. En tout cas, j'essaye d'être congruente entre ta ça. pratique et puis de donner envie. J'aimerais bien que les gens ils se disent ça a l'air chouette. Je vais appeler un gestaltiste. Et puis je trouve que c'est aussi ça, moi, ça me permet aussi de bien profiter du moment, de tenter, par exemple, là, on est ensemble et d'être attentive à ce qui émerge, d'essayer de pas être dans ce que je connais de moi ou de choses, de théories que je peux avoir envie de dire, ou tu vois, de ne pas être dans le déjà dit, le déjà vécu, mais d'être là et de voir ce qui est là, et quand on est ensemble, ce qui émerge et qui est pas forcément qui est pas prévu, parce que forcément on n'a jamais eu cette situation ensemble. Oui. Ça, j'aime bien ça. Mais j'aime bien aussi parce que moi, j'ai du plaisir à cet endroit-là.
J'ai vraiment À du la plaisir. surprise. À la surprise, à ce qui, ouais, c'est le mot co-création qui me vient. Oui. À ce qui se crée ensemble. Et vraiment à la sensation qu'on est ensemble dans ce qui se passe là. Même si je parle beaucoup plus que toi, ça m'embête. J'aimerais bien te dire à chaque fois, et toi, c'est comment, raconte-moi. Moi, c'est très agréable pour moi d'être dans la posture de ne pas parler, justement. Et j'aime beaucoup ces moments, justement, où je suis en train de vivre ce que tu décris. C'est-à-dire, ah, c'est comme ça pour toi. Ouais, ouais. Tu imagines Mm. la chance que j'ai là, en ce moment. Ouais, du coup, ça me rend curieuse de mais comment c'est pour toi à ce moment-là. J'aimerais bien Mais c'est... savoir. Mm. Ouais, pour le moment, pour le moment, ce que ça me fait, c'est que ça... Je suis beaucoup avec le vivant exactement de ce qui se passe et que chaque interview est absolument différente et de voir comment toi tu le vis. C'est tout l'intérêt de ce projet. C'est de regarder comment une théorie est vivante et qu'elle vit dans la singularité de chaque personne qui la pratique, qu'on ne peut pas la figer. Pour moi, c'est l'incarnation de la Gestalt, puisqu'on ne peut pas l'enfermer et que c'est du mouvement perpétuel. Ouais. Et ce que tu dis de la co-création, donc voilà, pour moi, je me sens, ce que ça me fait vivre, c'est ah oui, bah, je suis pleinement dans ce que j'aime, c'est-à-dire gestaltiste aussi, Ouais. avec cette curiosité de comment toi tu vis les choses, Mm. que je ne peux pas prévoir. Et la fraîcheur que c'est pour moi d'entendre toute ta nouveauté à toi, toute ton expérience unique, c'est super. Mm. Tu vois, je me défile pas, hein. Ouais, bah ouais, j'aime bien, je trouve ça chouette. Ouais, je me Euh, sens vraiment avec toi, c'est hmm, une belle expérience. hmm. Mm. Et de tu vois, toutes ces expériences, ces facettes de toi, professionnelle, euh, quels sont les moments qui ont été, alors, il y a les deux côtés, les plus forts en fait, je dirais ceux qui ont été le plus fort d'un côté, qui t'a demandé aussi le plus de ressources professionnellement, ou peut-être individuellement en thérapie, si tu as envie de parler de ça. Et, et après, peut-être ton meilleur souvenir, et peut-être que c'est les mêmes, je ne sais pas. Mm. Alors, les moments qui m'ont demandé le plus de ressources Oui, dans ma vie, professionnellement. professionnellement. En tant que gestaltiste, mais comme tu as plusieurs façons d'être Mm. gestaltiste, c'est peut-être en tant que thérapeute, en tant que journaliste, en tant que D'accord. conférencière, ou peut-être, je ne sais pas en fait, puisque Mm. tu appliques la gestalt à plusieurs domaines. Euh, Alors, ce qui est super difficile pour moi, ce qui me demande vraiment de beaucoup prendre sur moi et de surmonter beaucoup d'anxiété, c'est d'être dans la lumière. Justement, les moments où, en interview à la radio, ou prendre la parole, ah, c'est super dur, c'est difficile. C'est vraiment. Ça, à chaque fois, voilà, ouais, ça me demande de surmonter vraiment une grande, grande anxiété. J'ai toujours peur de dire des bêtises, de pas être, d'être à côté de la plaque, ou de malmener l'autre, de pas être assez attentive, de pas et ça m'est arrivé et c'est horrible, j'y repense hyper souvent, je me dis: «Ah, comment j'ai pu dire un truc pareil?» Ouais, ça c'est vraiment je sais pas pourquoi je le fais, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je continue à le faire, parce que c'est tellement difficile. C'était ce que j'étais en train de penser. Ouais, Mais en même temps, quel terrain d'expérimentation et de changement pour toi, rien que dans ouais. les... Ouais, ouais, sûrement. Mais c'est vrai, il y a un vrai mystère de pourquoi est-ce que je continue à aller là alors que d'accepter d'aller là alors que c'est si difficile pour moi. Ouais, ça a été. Moi, je crois que c'est une affaire de polarité. Ah oui?
On pourrait C'est-à-dire imaginer qu'on est attiré par ces polarités, qu'on a besoin de, quand on ne les connaît pas, ou on sent qu'elles ne sont pas vivantes, qu'on va leur donner de la vie en s'y risquant, en fait. Moi, j'imagine ça. Ah ouais. Et comme c'est un point gestaltiste que j'aime bien, je pense que j'imagine ça en t'écoutant. Ouais. Ou j'irais explorer la polarité qui m'est moins familière. Mais oui, Et ce serait là où je trouverais quelque chose de vivant. C'est ça c'est ton possible. idée? Oui, oui, c'est possible. Ouais. Ouais, c'est possible. Mais alors, qu'est-ce que j'ai la trouille? C'est du vivant où j'ai la trouille. Ouais. 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 Mais il doit y avoir un truc, hein, parce que tu vois, par exemple, j'étais avec la question de l'écriture. Moi, j'ai quand même été journaliste en presse écrite pendant 15 ans. Après, j'ai écrit un livre. Et alors que l'écriture, pour moi, c'est hyper difficile. Tu as écrit un livre sur la thérapie ou ça n'avait J'ai rien à écrit un livre voir? sur la rencontre amoureuse, mais en tentant d'être le plus gestaltiste possible. Je l'ai écrit en tant que Ah thérapeute. oui, ah Et, oui. et vraiment, l'écriture, pour moi, c'est pas facile du tout, en fait. C'est une sacrée souffrance. Enfin, mon livre, mais c'était. Enfin, c'était heureusement qu'à un moment, il fallait rendre le manuscrit et que j'avais pas le choix. Parce que c'était horrible. C'était vraiment beaucoup de souffrance, de douleur. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que je me mets dans des trucs pareils alors que c'est si dur? Il y a sûrement quelque chose. Donc, c'est peut-être une question de polarité. Ouais. Peut-être. Quel défi aussi. Ouais. Ouais, parce qu'une fois que c'est fait, je suis contente. Bah oui, c'était pour ça que je me disais, il y a peut-être des expériences qui sont les pires, et puis en même temps, ça peut être aussi un excellent souvenir, peut-être pas le meilleur, mais Et j'imagine je la crois que satisfaction. Je crois alors il y a la satisfaction après, mais je crois que j'ai aussi une grande part d'inconscience. C'est que, ouais, d'inconscience. C'est-à-dire que moi aussi, quand je propose un truc, ou quand on me propose un truc, de toute façon, je suis tellement sûre que ça va pas marcher. Tu vois, par exemple, proposition de bouquin, moi j'ai envoyé une proposition de thème. De toute façon, j'étais sûre que personne n'allait jamais me répondre et que personne ne voudrait jamais que que j'édite un livre, en fait. Que les maisons. J'avais dans l'idée que de toute façon, les maisons d'édition, elles ne répondent pas, donc ça ne se fera pas. Mais je me disais, bon, bah, au moins, j'aurais proposé et puis je pourrais me dire, bah, personne n'en a voulu. Et Mhm. bah, sauf que, en fait, ça a intéressé une maison d'édition et que du coup, après, il fallait bien que je le fasse. Et il y a vachement de trucs dans ma vie comme ça, où je propose les trucs en me disant, non, mais de toute façon, ça va jamais marcher. Puis après, bah, en fait, si, alors, bah, du coup, maintenant, j'ai, comme quand j'ai promis quelque chose, je m'engage et je m'y tiens, bah, ouais, je suis un peu coincée, en fait. Je me coince, Mhm. je m'auto-coince. Ouais. Ou tu te forces à avancer. Ouais, je pense que c'est aussi une façon de me forcer à avancer, tout à fait. Ouais. Alors, ton meilleur souvenir? Euh, ma vie en tant que thérapeute, c'est ça? En tant que gestaltiste. En tant que gestaltiste. Ou ça peut être aussi ta thérapie personnelle, si tu as envie d'illustrer ça. Ouais. Ma thérapie personnelle, je crois que je m'en souviens plus trop, c'est curieux. Mon meilleur souvenir, les moments qui sont vraiment, vraiment, ouais, qui sont vraiment beaux pour moi, qui sont vraiment à la fois des beaux souvenirs, mais aussi des moments où existentiellement, je sens qu'il y a quelque chose pour moi qui est très nourrissant, qui me fait vraiment du bon et que ça reste, quoi, que je peux garder cette empreinte-là du bon. C'est les moments où, justement, ces moments de plein contact, enfin, où, où, où on existe ensemble pleinement dans des moments de thérapie. Le moment euh, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, avec vous, je me sens important. Waouh! Oh,
Ah, mais c'est trop beau, quoi. Ces Mhm. moments-là où on est important l'un et l'autre, Mhm. où ce qu'on vit ensemble, c'est important. Juste parce qu'on peut être ensemble à ce moment-là, parce qu'on peut exister ensemble. Ça, c'est vraiment trop, trop beau, ce moment-là. Et je sens comme moi, ça me, ça me nourrit, mais dans le sens où je peux me redresser, en fait. C'est comme si ça me rend digne d'exister, ces Oui. moments-là. Oui. Ouais, ça, Et à l'inverse, les moments extrêmement difficiles, c'est quand j'ai l'impression d'avoir malmené l'autre, ou de ne pas avoir été assez attentive, ou d'avoir été trop rapide, ou trop prise par d'autres choses, pas m'être rendu compte. Ça, c'est des trucs, je le vis très mal. Enfin, je le Mhm. garde comme quelque chose de difficile. Mhm. Ou quand je crains que l'autre ait été malmené, même si c'était pas ma volonté. Oui. Ouais. Mm. Est-ce que tu penses qu'il y a une communauté gestaltiste et est-ce que tu as l'impression que tu en fais partie? Je me sens pas faire partie d'une communauté dans le sens du groupe gestaltiste. Ça, j'ai pas l'impression de faire partie de ça. Par contre, ce que je sens, c'est que avec certains gestaltistes, ou peut-être beaucoup de gestaltistes, il y a quelque chose d'une forme d'intimité ou d'une intensité dans la rencontre, ou dans la manière d'être ensemble, que je reconnais, que je trouve quand même assez spécifique à la Gestalt. Donc que je reconnais chez certains, et que je peux me laisser vivre aussi, certainement. Après, quand même, si là où je sens une communauté gestaltiste, même si je sais pas, je me sens pas appartenir à ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une communauté gestaltiste et que moi je m'en nourris, c'est dans la pensée, tu vois, toutes les articles, les bouquins, cette pensée en mouvement. Dans ce que vous faites, par exemple, avec Human Self-Gestalt, je sens qu'il y a toutes ces individualités-là qui sont vivants dans leur manière d'être au monde, dans leur pensée en mouvement, dans leur... Ça, peut-être à cet endroit-là, il y a de la communauté pour moi, et en tout cas, ça m'attire, ça m'intéresse. Ouais. Comment tu imagines l'avenir pour toi, tes projets en tant que gestaltiste? C'est quoi le next pour toi? Alors, pour moi, mes projets, en fait, c'est drôle parce que quand je t'entends poser la question, j'aurais envie d'imaginer des grandes choses. Tu vois, j'aimerais bien qu'on change le monde. Ah oui, oui, c'est très grand. Ouais. J'aimerais bien un monde meilleur, quelque chose comme ça, mais bon, je vois bien que c'est très grand et que c'est pas exactement la question. Mais du coup, les réponses qui me viennent, je trouve ça vraiment tout petit. Oui, mais bon, commençons par toi. Toi pour toi. Ou Ton peut-être next à trop toi. égocentré. Je sais pas, il y a un truc comme ça, tu vois, qui serait un peu... moi, c'est pas très intéressant, quoi. C'est des petits trucs... je sais pas, qu'est-ce que... T'as des projets, des envies? Oui, j'ai plein de projets, mais Ah, comme ça ne voilà. prendra pas, je peux toujours les dire. C'est toujours ce truc. Ah oui, méfie-toi parce que s'il suffit que tu en parles pour que tout... Alors non, ça ne marche pas à tous les coups, hein, heureusement. Je n'ai pas ce pouvoir magique. Il y a plein de fois où ça foire, où ça capote.
Les projets que j'ai des envies de co-animation. J'ai envie, j'aime tellement le groupe et j'adore voir les autres travailler. J'adore être en formation, par exemple, me nourrir des autres, voir les autres manières de travailler, de transmettre la théorie et tout ça, vraiment, j'adore ça. Donc pour ça, la co-animation, c'est super parce qu'à la fois, j'ai le plaisir du groupe et de ce qui se passe dans le groupe et de rencontrer les membres du groupe. Puis j'ai aussi le plaisir de voir l'autre travailler et de m'en nourrir et de me dire, ah, c'est vachement bien quand il fait ça ou elle fait ça. Donc ça, j'aime bien. La co-animation, j'aimerais bien développer. Je crois que j'aimerais bien, et ça m'intéresserait beaucoup aussi de faire de la formation, de transmettre. J'ai beaucoup aimé, ça c'était vraiment un des plaisirs de mon métier de journaliste, c'était de me nourrir de beaucoup de théories, beaucoup d'écrits et d'interviews et de le transmettre. Ça, j'aimais beaucoup. De la nécessité de super intégrer quelque chose avant de le transmettre et que ce soit assimilable, clair et à minimum compréhensible, en tout cas au maximum compréhensible par l'autre. Ça, c'est vraiment un mouvement qui m'intéresse beaucoup. Ça me plairait bien de faire ça. Voilà, un endroit où j'aimerais bien aussi, mais je sais pas, je sais pas trop encore quelle forme ça pourrait prendre. C'est, je vois dans mes patients, chez les personnes qui travaillent dans le soin, comment je pourrais dire, toutes les personnes, les infirmiers ou infirmières, Les soins du voilà, care. Mhm. les kinés, Enfin, les les soins du care, aides-soignants. les gens du care. Voilà, tous ces gens qui travaillent dans le lien à l'autre, la Mm. dimension relationnelle et le soin. Je suis souvent vraiment frappée et touchée par quelque chose de la solitude, ou comme ils peuvent me faire part de parfois comme ils se sentent délaissés ou démunis. Et ça, c'est un endroit où j'aimerais bien pouvoir apporter du soutien si je peux. Je sais pas. Par exemple, je me suis formée à l'analyse de pratique. Je me dis que ça pourrait être peut-être une manière d'eux, mais comme je me la suis pas encore appropriée, donc c'est encore un peu curieux, tu vois, un peu mystérieux pour moi la manière dont, la forme que ça pourrait prendre. Ça, voilà, peut-être ça pourrait être aussi une piste à venir. Ouais. J'aimerais bien faire des trucs dans la nature aussi. Je suis vraiment attirée par l'idée de la créativité dans la nature ou de stages qui mêlent à la fois la marche, le land art, la présence de la nature, ça me plairait bien. Ouais. Je ne sais pas du tout encore voilà, de quelle forme, j'ai vraiment aucune idée, mais ça Des fait désirs. partie. Ouais, voilà, des désirs et des possibles qui m'intéresseraient beaucoup. Ouais. Et pour le coup, pour la Gestalt en général, comment tu vois le next de la Gestalt thérapie? Moi, je vois bien quand je vois toutes les écoles de formation sérieuses qu'il y a, tous les gens qui se forment en l'appliquant à leur métier ou en devenant thérapeute, en changeant de métier. J'aime bien cette idée-là de la Gestalt qui essaime, qui nourrit, qui fleurit un peu partout. Donc, j'aime bien cette idée de. J'espère que ça continuera à fleurir. Ouais. J'aime bien, j'adore. Si par exemple, moi je suis très touchée par le soutien qu'on peut avoir entre collègues, là par exemple à Tours, là où je suis, ou avec d'autres collègues quand ils sont loin. Les co-visions, les coups de fil quand on est embêté, qu'on a besoin d'un soutien ou d'un conseil, l'entraide quand il y en a un qui a moins de patients. Voilà, ça j'adore, ça j'aime bien ce réseau de soutien-là. Oui. C'est chouette ça, j'aime beaucoup ça. Oui. Et j'aime bien aussi avec voilà, les initiatives comme la vôtre, ça nourrit aussi tout ça fait partie de la mise en lumière de ce réseau de soutien et d'entraide. Ça me parle vachement. J'espère que ça va continuer encore plus. Et encore et encore. Oui, ouais. J'espère aussi. Ouais. J'espère, ouais. On est arrivé au bout de l'entretien, dis donc. Eh ben. Il y a une question que je ne t'ai pas posée, Ouais. auquel tu aimerais répondre.
Non, je crois pas. Mm. Je crois pas. Moi, j'aurais envie de te poser plein de questions parce que je suis très curieuse du coup. On va le faire off. Ouais, c'est ça. Ou alors on refait, mais dans l'autre sens. Je serais vraiment hyper curieuse d'avoir tes réponses à ces questions-là. Ouais. Ouais. Et puis de regarder aussi toutes les autres interviews de toutes les personnes dans le monde qui ont répondu à ces questions-là. Je trouve ça, mais quelle richesse, c'est merveilleux. Ouais, c'est Mm. super intéressant. Ouais. Super intéressant. Mm. Ouais. Alors, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose maintenant qu'on a fait un tour? Si tu te remémores les questions, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de compléter? Alors attends. Qu'est-ce que j'aurais pas dit? Non, écoute, il n'y a rien qui me vient. Non, je crois pas. Ouais, je crois pas. Bon, alors, je vais juste te remercier alors pour ce moment avec toi, d'avoir accepté et de t'être ouverte, d'avoir pris le risque. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, merci pour ta présence et je me sentais vraiment part de cette rencontre. Eh bien, je vais arrêter l'enregistrement. Merci et puis peut-être à bientôt sous une autre forme. Alors. Avec plaisir. Au revoir Cécile. Au revoir Béatrice, à bientôt. À bientôt. Au revoir.